Nous allons parler aujourd'hui de deux choses. Tout d'abord, des questions de densité et quels sont les phénomènes qui influencent cette densité. Et deuxièmement, comment rentabiliser nos réseaux lorsque l'on dessine un lotissement. Premier élément qui influence la densité, c'est la question de la taille des parcelles ou du droit à bâtir. On peut augmenter les droits à bâtir et ça augmentera la densité. Et on peut également changer la taille de la parcelle. Plus la parcelle grandit, plus la densité va diminuer. La question des équipements publics, plus on a de monde, plus il devient rentable d'avoir des équipements publics. Ça paraît extrêmement logique. On a la question de la temporalité qui influence clairement la question de la densité. On peut se trouver dans des quartiers peu denses qui, des décennies après, commencent à se densifier et deviennent des quartiers extrêmement denses et populaires. La question également des transports publics a une influence dans les deux sens. Il faut beaucoup de monde pour que les transports soient rentables et à l'inverse, plus j'ai de transports, plus je peux avoir de monde dans mes quartiers. Et enfin, la question de l'espace public. En effet, plus je suis dense, plus je densifie, plus j'ai un nombre important de gens, moins j'ai de grandes parcelles et donc plus j'ai besoin d'espaces publics généreux qui permettent aux gens d'avoir un peu des respirations dans la ville. Le symbole de cet espace public est Central Park où New York est d'une densité incroyable et finalement on a une sorte de poumon vert là au milieu. C'est un exemple symptomatique, il y en a beaucoup d'autres dans les villes. Ce n'est pas forcément des parcs, ça peut être des places, ça peut être des grands boulevards, mais on a besoin à un moment donné d'avoir de la place pour que les gens qui vivent dans cette densité puissent aussi s'épanouir à l'air libre. Comment augmenter la densité? Nous avons commencé à voir ça. On peut, deux solutions, soit on diminue la taille des parcelles et la longueur sur façade, nous verrons tout à l'heure comment faire, soit on augmente les droits de construire, soit on diminue les surfaces qui ne sont pas dévolues à l'habitat. Plutôt que de faire des parcs et des places, vous faites de l'habitat et ça permettra comme ça d'augmenter la densité. On voit rapidement que ce n'est pas une option. Et puis, on reprend la question de l'augmentation des droits de construire. Comme il y a rarement des contrôles sur ces droits de construire, il faudrait une police des constructions qui soit vigilante pour dire si oui ou non ça a été fait dans le droit. Eh bien, on se rend compte aussi que c'est rarement une possibilité. Et donc, la seule manière, c'est de diminuer la taille et la longueur sur rue pour augmenter la densité. Rentabilisation des parcelles, ou plutôt des réseaux. L'influence de la taille joue un rôle important sur les dépenses publiques. Je reprends ma parcelle, disons mes 4 parcelles, contre ici 6 parcelles. D'accord? Si j'ai 100 mètres de linéaire, donc ça veut dire qu'on aura un tuyau ici avec chaque fois des branchements, sur 100 mètres, je vais pouvoir, dans le premier exemple, avec ma façade sur rue de 25 mètres, brancher 4 ménages, alors que ici, j'aurai 6 ménages avec une parcelle de 6,67. Et on voit bien que plus la parcelle diminue, plus la distance sur rue diminue, plus je peux augmenter ma densité, mais plus je peux réduire mes dépenses publiques par unité. Rentabilisation des réseaux et les surfaces cessibles. Qu'est-ce qu'une surface cessible? Alors, je reprends un schéma rapide. Voilà une grande parcelle avec ici 2 îlots. Et puis, on va dessiner rapidement. On a des parcelles ici. On en a aussi ici avec une grande parcelle à cet endroit-là. Alors, de nouveau, pour aller rapidement, on peut imaginer que toute cette surface-là est dévolue à l'habitat. C'est ce qu'on appelle la surface cessible. C'est pour mettre l'habitat. Et puis, on aurait cette parcelle ici qui serait pour de l'équipement. Et puis, finalement, le reste des parcelles
là serait ce qu'on appelle le domaine public. Alors l'idée est de dire, ici on a la surface cessible, elle doit être de 50%. Vous trouverez souvent dans une proportion beaucoup plus grande. Ici, domaine public, on a entre 20 et 25%. Et puis, les équipements, grandes infrastructures, également aussi entre 20 et 25%. Alors, bien sûr, si on est à 20% de voirie, il faut donner aux équipements 30%, mais disons qu'on est 20-25% aussi à cet endroit-là sur les équipements. On peut réduire la surface cessible, on peut l'augmenter, beaucoup l'augmentent pour avoir plus à vendre et pour faire de meilleures affaires économiques, bien sûr, mais n'oubliez pas qu'il est extrêmement important d'avoir des endroits où les gens, plus je suis dense, plus j'ai besoin d'endroits où les gens peuvent aller et se rencontrer. Et c'est pour ça que les surfaces d'équipement plus domaine public devraient, elles aussi, être à 50%. Rentabiliser les réseaux, on a donc plusieurs possibilités. Nous l'avons vu déjà partiellement. On peut augmenter le nombre de constructions par parcelle, on peut diminuer la façade sur rue, on peut diminuer la taille globale de la parcelle ou regrouper les parcelles sur une impasse, comme nous verrons tout à l'heure avec les schémas que nous allons dessiner dans quelques instants. Reprenons nos dessins. Rentabiliser les réseaux à taille constante, ça veut dire que si on veut que la taille reste la même de la parcelle, il faut diminuer la façade sur rue. Ce qui veut dire qu'on a un schéma qui est à peu près comme ceci, puisque à chaque fois que je diminue ma taille de parcelle, je dois augmenter la profondeur. Donc si j'ai ici 15 sur 30, j'aurai 12 sur 37,5, j'aurai 10 sur 45, etc., etc. Mais il faut faire très attention à ce que l'on reste dans une proportion. Si j'ai un bâtiment ici, souvent on va à 12 mètres au minimum. Ça veut dire 12 fois 37, puisque les parcelles qui seraient comme ceci sont juste inconstructibles et donc inhabitables. Si je prends la proportion constante cette fois, donc plus forcément la taille de la parcelle, mais que je veux garder la proportion pour que ce soit un rectangle, pour que j'ai toujours ce type de proportion et pas celui-ci comme on dessinait tout à l'heure, eh bien on se retrouve dans une situation où voilà, on dessine sa parcelle, la proportion elle est ici, et si je veux augmenter, je vais à chaque fois augmenter ici dans ma parcelle, dans les proportions. Alors, si je pars à 7,5, j'aurai 10, 12,5, 15, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une astuce graphique, géométrique pour augmenter à proportion constante la taille des parcelles. Proportion de la parcelle, là aussi c'est extrêmement important. On vient de le voir, une parcelle qui serait comme ça est quasiment inconstructible. Donc on a à peu près des parcelles qui seraient des rectangles qui sont en fait basés sur un double carré. Et on va trouver des parcelles de 12 x 24 ou alors des parcelles de 30 x 15, de 9 sur 18. Pourquoi le double carré? C'est que on peut ensuite, quand on dessine le lotissement, on peut ensuite retourner facilement la parcelle puisque on a ici 9 et 9, donc on a les 18 nécessaires. Voilà. Donc, si je suis sur le double carré, je peux géométriquement dessiner très facilement mon lotissement et le retourner en fin d'îlot. Rentabiliser les réseaux, ça veut dire aussi regroupement des parcelles. Alors, de nouveau, dessinons très rapidement 4 parcelles. Dessinons 4 autres parcelles. Je dessine ici mes maisons qui sont des petites baraques individuelles au centre et je dessine une version
où les maisons sont regroupées. Dans la première version de mon dessin, j'ai une conduite et chaque fois des conduites individuelles. Dans la seconde, on peut imaginer comme ça d'économiser le mètre linéaire de conduite, ce qui fait que ça rentabilise au fur et à mesure les réseaux puisque je regroupe des parcelles. Une autre possibilité encore qui est très peu utilisée mais qui existe, c'est que voilà, j'ai ma grande route ici, j'ai mes parcelles, je vais dessiner à chaque fois mes 4 parcelles et puis je peux dessiner mes bâtiments ici. Voilà. L'idée là, c'est d'avoir une sorte de gaine technique comme dans un bâtiment, sauf que c'est dans le lotissement ou dans l'îlot où on a une gaine qui passe ici. Donc on a peut-être là 1 mètre à disposition et puis ensuite on a à chaque fois les réseaux qui sont distribués de cette manière-là. Alors c'est bien sûr c'est bien sûr possible, ce schéma-là est toujours possible, mais est très peu utilisé. Et puis, malheureusement, c'est finalement ce schéma que l'on retrouve le plus souvent, puisque chacun fait l'un après l'autre, et puis qu'il n'y a pas besoin comme ça de devoir se coordonner avec le voisin pour rentabiliser les réseaux. Voilà, alors ensuite, une fois qu'on a rentabilisé les réseaux, il faut encore trouver l'équilibre entre ce qui est du foncier et de l'immobilier. À ce titre-là, on a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte. Le premier élément, c'est la charge foncière. Le second, l'investissement immobilier. Ensuite, on a un mécanisme d'équilibre qui doit se faire entre les deux. Il y a des questions de géométrie et de droit d'usage qui entrent en ligne de compte. Et la charge foncière détermine l'intérêt économique. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure. Donc, la charge foncière, c'est à la fois le prix d'acquisition du terrain, plus la mise en état de ce terrain, plus la viabilisation, les réseaux, plus, dans certains cas, pas toujours, les équipements. Voilà. Tout ça représente ma charge foncière. Gérer l'avenir, comment gérer l'avenir? Alors, dans le premier exemple ici, on a un lotissement qui nous semble beaucoup trop lâche. Les surfaces de domaine public sont beaucoup trop grandes. Et puis, finalement, le lotissement ne sera sans doute ici pas rentable. Au contraire, si j'ai une situation extrêmement dense, il ne sera plus possible en cours de route de remettre d'autres nouveaux équipements. Donc on essaiera de trouver un équilibre entre ces deux situations. L'autre chose aussi, c'est que si j'ai que des petites parcelles à disposition pour les équipements, ça ne fonctionnera pas non plus, puisqu'à un moment donné, il y a des équipements de plus grande envergure qui viendront se mettre. Donc l'idée est bien d'avoir à la fois des grandes parcelles d'équipements et à la fois de petites parcelles, à la fois suffisamment d'espace ici, là c'est trop peu, et pas trop non plus. Voilà, donc c'est un mix de ces deux et il faut vraiment prendre en compte le lotissement dans la durée pour comprendre comment il va évoluer et les besoins qu'on aura dans le futur. Alors ne partez pas sur quelque chose de trop grand parce que finalement si le lotissement est beaucoup trop grand, il risque de ne pas se remplir, mais il faut être pragmatique et se donner suffisamment d'espace à disposition pour pouvoir ensuite continuer à densifier le lotissement comme il se doit. Ensuite, une fois qu'on a essayé de rentabiliser les réseaux, une fois qu'on a parlé des charges foncières, une fois qu'on a imaginé comment dessiner notre lotissement, il faut encore parler du niveau d'équipement qu'on veut mettre en place. Le niveau d'équipement, c'est la qualité de la desserte en infrastructure qu'on veut. Je peux avoir un très haut niveau pour du haut standing, où je veux de l'eau, de l'électricité, de la fibre optique, ou au contraire, je peux avoir des situations où je veux une viabilisation le plus simple possible, c'est-à-dire quelques bornes fontaines, un terrain relativement plat et directement constructible, et des voiries qui sont en fait que des ouvertures
d'emprise et c'est tout. Donc entre un haut standing et un très bas standing, on voit que les coûts sont extrêmement différents puisque la quantité de réseau, la quantité de dessertes à mettre en place est très différente. Lorsque l'on parle des questions de réseau, des niveaux d'équipement, on parle bien sûr de l'assainissement en premier lieu. Est-ce que je vais mettre un système d'assainissement collectif ou un système d'assainissement individuel? L'alimentation en eau potable, quel type d'alimentation? Par borne fontaine ou directement sur la parcelle? Les autres réseaux, réseau de téléphone, réseau d'électricité, est-ce que toutes les parcelles sont connectées au réseau électrique ou au contraire, je produis que de l'éclairage public? Enfin, les équipements, marché, école, est-ce que je vais mettre l'ensemble des équipements nécessaires sur ma parcelle ou, comme dans les grands principes que nous évoquions dans une autre vidéo, est-ce que je vais externaliser ces équipements et les regrouper ailleurs que dans mon lotissement? Enfin, les espaces publics, les prévoir assez nombreux, les prévoir au bon endroit pour que les gens puissent les utiliser pleinement. Voilà la rentabilisation des réseaux. Questions d'équipement n'ont plus de secret. Nous sommes passés très rapidement sur les questions d'équipement et d'infrastructure. Nous n'avons pas le temps de voir ça de manière plus précise et plus approfondie, mais ça nous donne une sorte de vue générale de ce que nous devons faire quand nous planifions un lotissement. N'oubliez pas que c'est finalement par l'outil géométrique, la réduction sur la façade ou l'augmentation des droits à bâtir, mais nous avons vu qu'il y a très peu de cas où cela fonctionne. Donc c'est vraiment l'outil géométrique qui permet, lorsque vous créez un lotissement, de rendre plus rentable ou moins rentable vos lotissements. Et n'oubliez pas qu'un lotissement doit s'inscrire dans la durée et que le temps zéro n'est pas le même que le temps à 10 ans, 15 ans, 20 ans ou à 50 ans. Et cette durée, c'est ce qu'il y a de plus dur à prendre en compte, mais c'est ce qui fait l'enjeu du lotissement et des bons lotissements, c'est quand on arrive à prendre en compte la notion de temps et la notion de durée dans l'urbanisme qu'on est en train de mettre en place.